Amateurs de réalité virtuelle et de technologie immersive, c'est Nick de la team ETR et aujourd'hui, nouveau test hardware puisqu'on va tester le Vive Focus 3, donc le nouveau fer de lance pour la réalité virtuelle autonome de HTC. Comprenez par là le concurrent direct de l'Oculus Quest chez HTC, mais clairement on verra après qu'il est, je ne vais pas faire dans le suspense, destiné aux professionnels. À l'intérieur de la boîte, ça se présente comme ceci. Donc dans la partie gauche, on va retrouver notre casque de réalité virtuelle, dans la partie droite, les contrôleurs. Je vous propose de déballer tout ça tout de suite, mais avant, on peut déjà constater que la boîte est d'assez bonne qualité. Je regretterais simplement qu'ils n'aient pas mis une petite poignée, des fois c'est bien pratique sur ce genre de boîte pour pouvoir les transporter. Je commence par les contrôleurs, la gauche et la droite. Premier constat, comme vous pouvez le voir juste ici, on est vraiment sur des contrôleurs très proches de ceux d'un Oculus Quest ou d'un Oculus Rift. À droite, un Oculus Touch, à gauche, le contrôleur de ce Vive Focus 3. Première remarque, ils sont vachement plus longs. Mais sinon, si on les compare, on remarquera aussi qu'ils sont quand même très proches en matière de configuration. Sur les deux contrôleurs, on voit que à chaque fois, à droite, on va retrouver les boutons Y et X, superposés l'un et l'autre. On a les petits boutons de menu juste en dessous, un petit peu décalés sur le Vive Focus Controller, mais c'est pas plus mal parce que sur l'Oculus Touch, en tout cas sur cette version-là, il avait tendance à vite tomber sur le pouce et donc à être appuyé accidentellement. Et surtout, on retrouve un stick qui est parfaitement identique, franchement, avec celui d'un Oculus Touch. On trouve la fameuse auréole qui va permettre de les détecter dans l'espace avec les caméras du casque de réalité virtuelle. Bien sûr, à l'arrière, on retrouve la gâchette. Sur les côtés, le petit bouton de grip. On retrouve une sangle en dessous pour pouvoir l'attacher autour du poignet. Ils sont beaucoup plus longs que des Oculus Touch. C'est difficile d'ailleurs à comprendre la taille de ces contrôleurs. C'est vrai que les Oculus Touch étaient un peu petits. Là, ceux-là sont vraiment longs. Alors, pour ma part, du coup, ils sont clairement longs par rapport à la taille de ma main. J'ai plutôt des petites mains. Par contre, effectivement, pour des personnes qui auraient des grandes mains, peut-être que ça leur ira un peu mieux. Grosse différence et non des moindres, sur les Oculus Touch, on avait des piles. Sur ces contrôleurs, on a un port USB-C juste en dessous, qui va donc nous permettre de charger une batterie intégrée. C'est à la fois un avantage, dans le sens où on n'a pas ce consommable à les remplacer régulièrement, mais l'inconvénient, c'est que quand la batterie est déchargée, pas d'autre choix que de la recharger, sinon on peut plus jouer ou l'utiliser. Côté câble, on n'en a pas 50 000, on a un port USB-C qui va nous emmener vers deux ports USB-C. Ça va être pour charger les deux contrôleurs. On peut donc les charger en même temps grâce à une entrée de sortie. Et puis pour la partie électrique, on a ici un transfo qui va pouvoir aller charger le casque sur son entrée alimentation. Vous remarquerez donc que l'entrée électrique n'est pas une entrée de type USB-C comme on a l'habitude d'en voir sur ces casques, mais bel et bien une entrée de type alimentation électrique. Et donc voici ce Vive Focus 3. Donc déjà par rapport au casque, on voit qu'on a, contrairement au Quest de base, une sangle quand même beaucoup plus travaillée, avec des enceintes intégrées de chaque côté, surtout un grand renfort à l'arrière qui devrait nous permettre d'avoir un meilleur confort. On a une sangle strap de façon classique et élastique sur le dessus, et surtout un système de serrage très fluide au serrage et au desserrage, ce qui va nous permettre vraiment d'adapter le serrage à n'importe quelle forme de tête. À l'avant, on a une surface glossy, il est plutôt joli, je trouve la forme plutôt design. Alors ce qu'on regrettera peut-être sur la surface glossy, et d'ailleurs ça le laisse déjà apparaître, c'est que c'est souvent très salissant, et là je vois déjà quelques petites traces alors que je ne l'ai même pas encore utilisé. Juste au-dessus de la partie glossy, on a une petite trappe d'aération, en espérant que le casque ne soit pas trop chaud et plutôt bien aéré. Pour poursuivre sur le confort, on a une très belle mousse ici, en simili-cuir, j'ai l'impression, en termes de texture, mais en tout cas en termes de confort, elle devrait logiquement donner satisfaction. On a un petit cache qui va venir sous le nez pour masquer la lumière. On a un réglage de l'IPD, donc l'intervalle entre les deux yeux, pour s'adapter à la morphologie de chacun et adapter donc la position des lentilles sur la portée horizontale à sa physiologie. Toujours sur le devant, on a 4 caméras, comme l'Oculus Quest, donc pour positionner le casque dans l'espace. Bien sûr, on verra s'il est aussi performant que lui sur ce critère. Sur le côté, 2 entrées, un port USB-C pour interagir avec un ordinateur par exemple, mais aussi un port jack pour pouvoir brancher son système audio. En dessous, juste ici, on retrouve le petit point du micro. Espérons qu'il soit de meilleure qualité que le Vive Pro 2 qui nous a pas mal déçus dernièrement. Et on a un petit bouton pressoir de plus-moins, sans doute pour le son. Je retire la façade avant, ce qui me permet de vous montrer aussi
qu'on peut la retirer, pratique pour la laver ou pour la remplacer par des modèles plus fins par exemple. Et pendant que je démonte le casque, vous pouvez aussi remarquer qu'on peut juste ici retirer la mousse arrière. Ça nous permet d'accéder en fait à l'emplacement où on va pouvoir venir insérer notre batterie, voilà comme ceci, et la glisser à l'intérieur du réceptacle. Pas de surprise sur les lentilles, j'ai testé récemment le HTC Vive Pro 2, vous pouvez voir qu'on est exactement sur le même type de lentilles. Donc ces lentilles modernes chez HTC qui mêlent à la fois du Fresnel avec un système de superposition, normalement pour amplifier le champ de vision. Comme dans tous les casques de ce type, on a un petit capteur de présence qui va nous permettre de sortir ou de rentrer automatiquement en veille en fonction de si on l'a sur la tête ou non. Je remets l'interface magnétique et nous sommes prêts à aller découvrir les résultats de ce casque dans le laboratoire. Et avant d'aller faire un petit tour dans le laboratoire, je sais que c'est ce que vous attendez tous et donc on le fera après, comme ça vous restez plus longtemps sur la vidéo et c'est mieux pour YouTube. Non, je déconne, bien évidemment, je vous mets les timestamps dans la description de la vidéo si vous voulez aller tout de suite sur les tests comparatifs avec d'autres casques. Mais je voulais commencer déjà par vous parler un petit peu de l'environnement de ce casque de réalité virtuelle Made in HTC. Donc déjà on arrive sur un environnement assez sobre, assez classique. On est dans une espèce de maison, ici au milieu du désert, je sais pas, on dirait un petit peu l'Arizona ou ce genre de choses. C'est plutôt joli, on en reparlera après de l'aspect visuel. Et côté menu, on est sur quelque chose d'assez sommaire et classique qui fonctionne plutôt bien. Déjà on arrive, on voit directement les applications installées sur le casque de réalité virtuelle. Pour la petite info, le casque fait 128 Go de stockage interne, mais on peut venir y rajouter une carte SD de 2 Teraoctets, donc autant dire quasiment l'infini en termes d'espace disque. Vous voyez que mes menus sont en français, c'est cool aussi, pratique. On a déjà un App Store, mais qui va être vraiment un App Store, vous le voyez ici, business. Oui, je vais en parler tout de suite, ce casque est avant tout consacré aux entreprises. Il peut servir de casque pour le jeu, on va y revenir dessus après, mais il faut bien avoir en tête que c'est avant toute chose un casque destiné aux professionnels. À la différence du magasin, ma bibliothèque me permet de consulter mes jeux déjà installés. Et puis, on a bien évidemment tout un tas de paramètres. On va pouvoir régler le volume du casque. On peut régler sa luminosité. Ça, c'est plutôt cool. Pour réinitialiser le niveau du sol, on clique ici. Il nous est demandé bien évidemment le premier coup. On a des petits pointillés. Vous voyez les petits pointillés bleus juste ici qu'on peut à tout moment réinitialiser. Voilà, là je suis pas du tout à la hauteur du sol et donc pour baisser le sol, il me suffit de descendre mon contrôleur jusqu'au niveau du sol, c'est du classique, et de faire confirmer. Et là, le sol va se régler parfaitement sur mon réel sol. On peut bien évidemment régler les limites de sa zone de jeu et pour ça, il suffit de faire comme un Oculus Quest ou un Oculus Rift S plus récemment, ou les autres casques qui fonctionnent sur le tracking externe d'HTC. On dessine comme ça notre zone. Et ce qui est assez rigolo, c'est que quand on va sortir de notre zone, vous allez voir ici, je me rapproche de ma limite. Et là, quand je sors, j'ai comme un cercle qui vient s'ouvrir sur mon extérieur. Alors en noir et blanc, ça fait vraiment comme l'Oculus Quest. Pour connecter les contrôleurs, je ne vous ai pas montré ici, mais c'est vraiment très simple. Il nous suffit d'appuyer sur 2 boutons des contrôleurs et ils vont tout de suite se régler, s'associer à la première connexion avec le casque. On a un suivi des mains expérimental pour les développeurs qu'on peut venir activer. Alors, j'ai pas encore réussi à le faire fonctionner. Je suppose que c'est directement dans les logiciels qu'on va le faire. En tout cas, la fonctionnalité est bien prévue. Vous le voyez, on a accès au périphérique Bluetooth qu'on va pouvoir venir associer. Voilà, après je ne vais pas faire tout le tour de toutes les fonctionnalités, mais vous en avez quand même un paquet, la possibilité de régler vos espaces. Et si vous voulez tout ressortir en paramètres d'usine, c'est ici que ça va se passer. À tout moment, vous pouvez survoler vos paramètres de casque et de contrôleur pour voir où en sont vos batteries. Ça me permet de vous parler de l'autonomie. Donc on a un casque ici qui va tenir à peu près 2 heures. À peu près 2 heures. J'ai réussi à tenir plus de 2 heures sur certaines sessions, donc c'est plutôt bien. Sur des usages pas trop consommateurs, comme un peu de vidéo, un peu d'applications type bureautique. Et puis, il a consommé nettement plus vite dès lors que j'ai fait plutôt du streaming Wi-Fi, par exemple, depuis le PC, jouer à des jeux SteamVR. Ça s'est déchargé en un peu moins. Le gros avantage de ce casque sur son autonomie, puisque même si là il est branché pour les besoins d'enregistrement, je rappelle qu'il est normalement complètement autonome. On n'a pas besoin d'avoir un PC pour jouer avec. Tout est intégré dans le casque grâce à la puce XR2 qui est derrière la façade. Donc on peut y jouer de façon totalement autonome pendant environ 2 heures. Et ce qui est vraiment bien avec ce casque, c'est comme vous l'avez vu dans la partie unboxing, on peut aller changer la batterie à l'arrière du casque.
Alors ça se fait pas à la volée, hein, ça va éteindre le casque, mais ça permet véritablement, si vous avez 2 batteries par exemple, d'en charger une pendant qu'une personne utilise le casque, et comme elle charge beaucoup plus vite qu'elle se décharge, hein, en 30 minutes on a chargé à peu près 50% de la batterie, donc en une session de déchargement, vous avez le temps de recharger votre batterie de remplacement, et donc de jouer quasiment en autonome de façon continue. Bon, pour ça par contre il faut avoir 2 batteries, et l'un des gros défauts pour le moment du lancement, c'est qu'on ne peut pas en commander en dehors du casque, et donc on ne peut pas avoir de batterie, tout simplement. C'est dommage parce que c'est une vraie feature plutôt sympa, surtout que comme je le disais, ce casque est orienté pour les professionnels, et donc comme ils font souvent des longues sessions sur des salons ou pour des sessions de formation, je pense que c'est une fonctionnalité qui va être très utile. Pour les contrôleurs, vous le voyez ici, donc là je suis sur encore 3 barres. Pour tout vous dire, je les ai juste rechargés un petit coup à un moment donné, et donc j'ai passé pas loin de 20 heures à peu près avec le casque sur la tête, et donc en 20 heures, un petit besoin de recharge, et c'est tout. Je crois qu'ils annoncent à peu près 15 heures d'autonomie, donc ça doit être à peu près ce que je constate. Le gros avantage des contrôleurs, c'est qu'on peut venir les brancher directement grâce au double fil USB-C sur le casque, et donc le casque va pouvoir charger les contrôleurs pendant une session de jeu. C'est pas très pratique, le fil n'est pas très long, mais au moins ça évite de se retrouver interrompu si à un moment donné on a besoin de les charger pendant qu'on pratique avec. Donc pour le test, ils nous ont mis quelques petites applications préinstallées, ça va de l'application tutoriel aux applications professionnelles, un peu de découverte artistique avec Mona Lisa. Je vais surtout m'arrêter sur mon lab, hein, qu'on va aller revisiter tout à l'heure pour les tests. Donc c'est pas très compliqué de porter une de ces applications sur le HTC Vive Focus 3. Pour ça, on fait appel au SDK fourni par HTC qui s'appelle le Wave SDK. Ça va parler aux développeurs. Il suffit d'intégrer ce SDK dans votre projet Unreal ou Unity, de recompiler le tout et ça devrait fonctionner. Gros inconvénient quand même, j'ai l'impression que j'ai été obligé de désactiver toutes les fonctionnalités de compatibilité SteamVR et Oculus dans mon projet pour que le casque fonctionne avec le Vive Focus 3. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que il va falloir maintenir plusieurs projets, un pour le casque d'Oculus et puis un autre pour le casque d'HTC si vous portez votre application, et ça peut être pas super pratique, pas super commode. Donc sur le côté portage, merci pour l'exemple, mais c'est pas ce qu'il y a quand même de plus facile. Et puis après, je vais vous parler de cette application-là qui est le Vive Business Streaming et qui permet de streamer. On peut d'ores et déjà streamer le PC. Donc là, je joue en autonome, mais je peux, si je le souhaite, utiliser des applications de mon ordinateur pour bénéficier de la puissance de ma carte graphique. Et bien sûr, ça marche à la fois en sans fil via le Wi-Fi 6, mais aussi via le filaire, un peu avec un câble Oculus Link. En tout cas, moi, mon câble Oculus Link me permet de streamer en filaire. Alors vous l'avez vu dans le magasin, même s'il y a une partie entertainment pour s'amuser, on a quand même très peu d'applications aujourd'hui portées sur le casque. En plus, il y en a qui se répètent. Donc si vous voulez jouer avec, c'est pour le moment pas le casque que je conseillerais, en tout cas pas de façon autonome. Je vous l'ai dit, on peut streamer le PC, on va voir ça après. Pour ça, c'est plutôt cool, mais de façon naturelle, il y a quand même peu de contenu aujourd'hui dans le store par rapport à un Oculus Quest. Et encore, quand je dis ça, c'est presque un euphémisme. Notons par ailleurs que si les applications sont plutôt bien portées sur ce casque et plutôt fonctionnelles, il y en a certaines, là, vous voyez, je suis en train de tester, même plusieurs, où on peut tout de suite se rendre compte du manque de puissance de la XR2 pour les définitions des dalles. En gros, là, les 2 dalles à l'intérieur de ce casque font à peu près 5-4 définitions. Et donc, faire tourner 5-4 définitions, ça fait 5000 pixels de large à calculer. Ce que je peux tout de suite observer, je ne sais pas si vous le verrez affiché dans la capture, c'est que j'ai un espèce de rendu fovéal fixe, donc c'est-à-dire une dégradation de la qualité de l'image sur les extérieurs de l'image qui est assez flagrante. Bon, flagrante quand on met les yeux dessus, sinon on la remarque pas trop, mais malgré tout, moi je la remarque. Par ailleurs, quand je tourne la tête rapidement, notamment dans cette application, par moment je suis censé tourner à 90 images par seconde. Par moment je vois bien que ça décroche un peu, j'ai une petite latence sur le côté, donc je suppose que je descends un petit peu en termes de framerate. Je ne sais pas le mesurer aujourd'hui à l'intérieur de l'application, mais je le constate. Mention spéciale néanmoins pour le portage du jeu HyperDash, puisque il est vraiment super joli à l'intérieur du Vive Focus 3, très net, et ça semble tourner vraiment de façon très fluide. Ici, j'ai pas de décrochage, j'ai pas l'effet non plus
de rendu FOVL que j'avais dans l'autre application. Donc on voit que certes, certains vont devoir faire quelques compromis graphiques pour faire tourner leur application, mais d'autres qui maîtrisent bien l'optimisation du casque doivent arriver à quelque chose de quand même plutôt réussi et impressionnant pour un casque, même quand il est complètement autonome. Comme je le disais, je vais en parler là, puisqu'après quand on va tester à l'intérieur du lab, on sera en streaming PC. Ce que je remarque sur la qualité des écrans, c'est que si on est effectivement assez net sur les premiers plans, tout de suite ça se dégrade un peu dans les arrière-plans, donc l'apport de définition de ces casques est un peu diminué par le fait que ça serait peut-être trop compliqué à la puce mobile d'aller calculer des bons niveaux d'anti-aliasing dans les arrière-plans et du détail dans les arrière-plans. Néanmoins, c'est ce qu'il y a clairement de plus net et de plus joli aujourd'hui, visuellement parlant, dans un casque autonome. Et surtout, on appréciera énormément le champ de vision plus large de ce casque, j'en reparle après dans le lab, mais également l'effet de screen door, l'effet de grille, et bien ici, il est inexistant. Bien sûr, celui qui le cherche, vraiment qui ziote dessus et qui fixe par exemple un nuage dans le ciel, va voir ces petits effets de grille très légèrement perceptibles, mais il faut vraiment se concentrer dessus. Aujourd'hui, l'effet de grille dans ce casque de réalité virtuelle autonome n'est absolument pas un souci, il est totalement oublié. Et donc, je sais que vous l'attendiez tous, voici le passage au laboratoire pour aller comparer ce Vive Focus 3 avec les autres casques de réalité virtuelle. Alors déjà, je me suis mis, il faut le savoir, en streaming, et donc on va plutôt comparer ce casque au Quest 2 et au casque PC, et vous verrez que ça réserve déjà quelques surprises. Allez, on va peut-être parler rapidement de la fluidité de ce casque déjà. Hop, je vais activer mes petites balles. Voilà, on est à 90 images par seconde sur ce casque. C'est pas dans ce qui se fait de mieux. Aujourd'hui, un Quest 2 arrive à monter jusqu'à 120 images. On a des casques comme le Valve Index qui arrivent à monter jusqu'à 144 images. Mais c'est malgré tout très performant. Et surtout, ce qu'on observera avec ce test-là, c'est qu'on a très peu de latence apparente, aussi bien dans le casque quand on tourne la tête, quand on se déplace, que à travers les contrôleurs qui suivent très bien nos mouvements. Je précise que je suis en stream filaire, donc façon Oculus Link. J'ai noté une différence majeure avec le stream sans fil, qui est possible avec ce casque, mais j'ai noté quand même des latences plus importantes et des petits problèmes de déchirement d'image assez réguliers, donc je préfère nettement la qualité du streaming avec un câble que sans câble, même si sans câble ça reste possible. Je passe tout de suite sur la qualité de l'image. D'un point de vue qualité de l'image, qu'on soit en stream PC ou en stream sans fil, on obtient à peu près les mêmes résultats. C'est plutôt dans les déchirements d'image qu'on peut avoir quelques différences dans la capacité du casque à suivre les mouvements rapides et dans la latence des contrôleurs. Dans ce test, je vais éloigner des lettres qui vont apparaître de façon aléatoire en face de moi. Je vais les éloigner de 5 mètres en 5 mètres jusqu'à atteindre la distance à laquelle je n'arriverai plus à obtenir la moyenne, donc je n'arriverai plus à lire les caractères qui sont au loin. Ça me permet vraiment d'avoir le même modèle de test, quel que soit le casque testé ou quelle que soit la procédure de diffusion. C'est sur ce test-là que malheureusement j'ai pas pu le tester en autonome. En fait, tout simplement en autonome, je commence à avoir du mal à déchiffrer au bout de 40-45 mètres, à peu près comme sur le Quest 2 d'ailleurs, de façon autonome, mais j'ai l'impression que ça ne vient pas vraiment de la qualité des dalles, qui normalement sont supérieures et devraient nous permettre d'avoir une meilleure netteté, presque proche d'un Vive Pro 2 par exemple, qui obtient les meilleurs résultats sur ce test-là. Je suis sur les mêmes dalles. Non, ici, en autonome, à cause de l'aliasing, je suis autour d'un Quest 2 natif, et c'est vraiment sur la partie streaming PC où là, grâce à l'anti-aliasing généré par le PC, j'ai pu obtenir une qualité assez satisfaisante puisque j'atteins les 50 mètres de distance avant de ne plus arriver à déchiffrer les caractères. Et ça, c'est un très bon résultat, c'est mieux qu'un Quest 2 en natif. Alors, je mets tout de suite un bémol dessus, je rappelle, je suis en stream PC. Comment ça marche le stream PC? On a un flux calculé sur le PC, il est encodé et compressé, il arrive sur le casque de façon très rapide pour éviter la latence, donc on a un taux de compression important. Je l'ai mis au maximum, donc je suis à 100 mégabits par seconde, ce qui me permet d'avoir une très bonne qualité. Malgré tout, je note quand même un effet de compression, c'est-à-dire que j'arrive assez bien à percevoir dans la distance grâce à la définition du casque, mais je vois bien que mes contours sont quand même légèrement flous, ce qui montre quand même un effet de compression légèrement apparent.
qui dénote un petit peu avec une expérience native. Bon, vous le voyez aussi, je suis quand même sur des résultats inférieurs d'un Vive Pro 2 ou d'un HP Reverb G2 par exemple, qui sont des casques natifs PC. Et donc pour le gars qui cherche vraiment la qualité pour jouer sur PC, c'est pas ce casque-là que vous allez choisir pour cet usage-là. Ce casque-là présentera très bons résultats, mais c'est pas le meilleur sur ce critère. Allez, on va changer un petit peu l'ordre des tests habituels. Je vous parle rapidement des contrastes. Ce que j'ai pu observer sur ces dalles, c'est qu'elles ont l'air un petit peu mieux calibrées, en tout cas un petit peu moins sombre et avec plus de nuances de gris que ce que j'avais pu avoir sur le Vive Pro 2. Je pense qu'ils ont amélioré un petit peu la partie software. Aujourd'hui, je suis à peu près 31, 32 en différence de plage de noir représentées avant que le noir se confonde avec l'arrière-plan. C'est plutôt bon ça, faire sortir pas mal de plages de noir différents. C'est mieux que ce que j'avais observé sur le Vive Pro 2 où là j'avais l'impression que les dalles étaient beaucoup plus sombres. C'était mieux pour la profondeur des noirs, mais on avait moins de gamme de noirs. Ici, ça a l'air mieux équilibré sur ce point-là. Les noirs sont un peu moins profonds, mais on a un petit peu plus de gamme de noir représentée. Bon, je rappelle que dans les menus, on peut régler la luminosité, donc si le noir un petit peu plus lumineux gêne, vous pourrez toujours l'assombrir un petit peu plus en jouant sur les réglages. Bien évidemment, par contre, vous aurez plus de mal à différencier les différences de noir. Tout ça pour dire que sur ce critère, le Vive Focus 3 se débrouille plutôt bien. Dans la moyenne des casques de réalité virtuelle qu'on a pu tester sur des dalles de type LCD, bien évidemment l'OLED est bien meilleur sur ce critère, c'est son point fort qu'on avait par exemple dans le Quest ou dans les anciens casques de réalité virtuelle. Ici on n'approche pas ce niveau malheureusement, mais on est dans le haut du panier de ce qu'on trouve en dalle LCD. Pareil pour les couleurs, on est sur des couleurs très naturelles, c'était déjà un point assez fort du Vive Pro 2, je rappelle encore une fois qu'on est sur des dalles similaires, et donc on a vraiment une représentation des couleurs assez naturelle, avec une nouvelle fois des rouges purs, des bleus purs, des verts purs, qui correspondent parfaitement à ce qu'on pourra attendre de ces couleurs-là. Je suis en streaming PC, ce qui fait que ce que j'ai pu dénoter, c'est que dans ce mode-là, j'ai moins de plages apparente et donc ça doit venir je pense de la compression du flux. Je dois perdre du détail de colorimétrie et donc j'ai des couleurs qui vont être un petit peu plus, pas délavées parce qu'elles restent très vives et très lumineuses, mais peut-être moins différenciées en fonction des différentes gammes de couleurs. Donc encore une fois, le mode stream c'est bien pour profiter de la qualité de puissance d'une carte graphique sur PC, mais on a toujours cet effet léger de compression vidéo qui fait qu'on est sur une expérience qui ne vaut pas une expérience native qu'on aurait sur un casque PC. De mon propre avis, je trouve qu'on est sur une expérience globalement meilleure dans ce mode de stream par rapport à un Quest 2, mais quand même assez loin de ce qu'on peut avoir aujourd'hui avec un Vive Pro 2 ou avec un HP Reverb G2, pour citer ces deux-là. Alors, je vais parler très rapidement des lentilles, puisque si vous voulez vraiment avoir du détail sur le sujet, j'en parlais déjà beaucoup dans le test du Vive Pro 2, et donc je vous amène à retrouver ce test-là et à zoomer sur cette partie-là si elle vous intéresse. Moi, ces lentilles, sur un système de superposition avec une technologie Fresnel, ces fameuses auréoles, j'en suis pas super fan. Alors on verra que pour le champ de vision, c'est toujours aussi performant, mais sur la diffusion des lumières, on est sur quelque chose d'assez apparent, plus apparent que dans d'autres casques de réalité virtuelle, et donc malheureusement c'est loin d'être parfait. On a quelques fuites lumineuses sur les côtés, quelques reflets. Bref, on retrouve de toute manière les mêmes défauts que dans le Vive Pro 2. Pareil pour le sweet spot, le point de netteté, il est relativement faible sur ce système de lentilles. Donc il faudra bien positionner le casque sur les yeux. Je parlerai du confort après, c'est là aussi un des gros points forts du casque. Fort heureusement, ça va donc venir compenser ce petit sujet. Et puisque je parlais du champ de vision, je vous donne tout de suite les résultats. Donc j'écarte mes deux points rouges qui vont me permettre de calculer le champ de vision horizontal maximum que je peux obtenir avec ce casque. Comme d'habitude, j'essaie toujours d'obtenir un réglage assez serré, le maximum, tout en restant confortable. C'est sur ce niveau de réglage que je m'astreins à faire tous mes tests pour pouvoir les comparer. Et donc sur le champ de vision horizontal du Vive Focus 3, je suis à peu près 114-116 degrés, ce qui est tout simplement excellent. C'est mieux géré que sur le Vive Pro 2, j'ai un meilleur champ de vision horizontal. Ça doit venir du fait que j'ai l'impression que la mousse est légèrement plus écrasable, et donc quand on serre un peu tout en restant confortable, on obtient un champ de vision très large, un peu aussi large que le test que j'avais fait où j'optais pour une interface faciale plus étroite que l'interface d'origine sur le Vive Pro 2. Très bon résultat donc sur le champ de vision horizontal où ce casque, si on met de côté le Pimax qui est vraiment l'expert sur ce sujet, ce casque se situe vraiment dans la moyenne haute des casques de réalité virtuelle. Sur le champ de vision vertical, avec le même réglage, j'obtiens à peu près
96 de champ de vision verticale, c'est mieux que le Vive Pro 2 avec son interface faciale d'origine, et ça se rapproche du coup des standards de réalité virtuelle. Alors on est loin du Valve Index, ce champ de vision verticale c'est un vrai sujet sur cette technologie de lentilles qui ont plutôt une forme horizontale. Ça peut paraître un peu gênant, je rappelle que quand on les met, on a tout de suite un petit effet assez rectangulaire du champ de vision qui pour certains peut être un peu dérangeant, ça veut dire qu'on a des bords sur les côtés qui sont assez larges, par contre au-dessus et en dessous, ils sont un petit peu plus réduits. 96, ça reste quand même très raisonnable sur un champ de vision vertical sur un casque de réalité virtuelle. C'est mieux qu'un Quest 2 pour ceux qui l'ont testé. C'est à peu près au niveau du Quest 1 qui était plutôt bon sur ce critère. Allez, je me rapproche de ma borne sonore pour vous parler un petit peu du son retranscrit dans ce casque. Il n'est pas mauvais, clairement, pour un casque autonome avec le son intégré dans les sangles, on est dans ce qui se fait de mieux en termes de rendu sonore. En tout cas, j'ai trouvé le son assez agréable, en particulier sur les aigus et les médiums, ce qui va donc faciliter une bonne compréhension des dialogues, ce qui est plutôt bien pour un casque qui se veut avant tout prévu pour des usages professionnels et collaboratifs. Bon, oubliez les basses très graves par contre, c'est le gros inconvénient de ces solutions-là. Souvent on a très peu de graves, ça va être encore le cas ici. Donc si vous voulez vraiment vous immerger dans un film ou un contenu très divertissant avec des grosses explosions, ce genre de truc, c'est pas le casque qui aura le meilleur rendu. Je vous conseille d'opter pour une solution personnelle, un casque audio que vous viendriez brancher sur le port jack. Finalement, ce qui va peut-être vous gêner au niveau du son, je sais pas si on l'entendra dans le test, je pense pas, mais on entend fortement le ventilateur. Alors on se doute que avec les performances nécessaires pour faire tourner ce casque, on a la puce XR2 qui chauffe quasiment tout le temps à plein régime, et donc il faut la refroidir, il faut refroidir le casque dans son ensemble. Ce qui est plutôt confortable, c'est qu'on a un vrai système de respiration, d'aération à l'intérieur du casque qui va évacuer la chaleur, et donc on a le visage, même en chaleur, même en été où là j'ai très chaud sous la blouse, on a malgré tout le visage qui reste plutôt au frais. Ça c'est assez agréable, mais la contrepartie c'est qu'on entend assez fortement, surtout quand on n'a pas de casque sur les oreilles, le bruit du ventilateur, donc ça peut gâcher un petit peu l'immersion par moment si vraiment vous cherchez du contenu immersif. L'autre inconvénient que ça peut avoir aussi, j'ai passé beaucoup d'heures dans ce casque et je trouve que sur des sessions longues, ce refroidissement assèche l'air à l'intérieur du casque, ça peut être vu comme un bon signe, du coup on a peu de buée ou quasiment jamais. En fait j'en ai pas eu, alors c'est l'été, souvent la buée apparaît surtout l'hiver avec les différences de température entre la chaleur corporelle et la chaleur des glaces, mais je dois noter que je n'ai jamais noté de buée aujourd'hui à l'intérieur de mes lentilles, et je soupçonne ce système d'aération assez performant d'éviter ça. L'inconvénient, j'allais dire, c'est que j'ai l'impression que l'air est très sec à l'intérieur du casque, on a un léger souffle dans les yeux, et donc j'ai l'impression que mes yeux s'assèchent et fatiguent un petit peu plus vite à l'intérieur de ce casque. Du coup, il faudra vraiment voir sur des expositions prolongées si ça ne devient pas un réel problème. Je me mets devant ma porte super classe pour vous parler justement d'expositions un petit peu prolongées. Ce casque, je l'ai peut-être maintenant sur la tête depuis les débuts des tests, entre 20 et 30 heures, je dirais que maintenant je dois en être à peu près à ces horaires-là. Et je dois reconnaître qu'il est très confortable. Alors après, on aime ou on n'aime pas, c'est vrai que des fois, ça peut piquer un petit peu, avec, surtout si on a un peu de barbe comme moi, avec ces couches en simili-cuir, donc il faut vraiment apprécier ou non le contact de cette surface sur la peau. Mais en termes de proportion du poids sur la tête, malgré un poids qui quand même le place plutôt dans le haut du panier des casques de réalité virtuelle. Je rappelle qu'il est autonome et qu'il contient une batterie à l'arrière. Donc ce casque pas du tout léger est vraiment très bien réparti sur la tête et je trouve qu'il est parfaitement serrable, parfaitement réglable pour bien le positionner, et donc on a vraiment un confort plus, même sur des utilisations prolongées. C'est un véritable point fort, le confort de ce casque. Je mets un bémol quand même que moi je n'ai pas du tout vécu, mais j'ai plusieurs utilisateurs qui m'en ont parlé. Il semblerait qu'en fonction de la morphologie des visages, il peut y avoir quelques zones de lumière qui apparaissent à l'intérieur du casque. En fait, ici on est sur une interface wide, donc une interface large. Le gros avantage, c'est qu'on peut y glisser très facilement sa paire de lunettes par exemple. Avec mon visage assez large, j'assume, j'ai pas de souci de fuite de lumière, c'est parfaitement isolé. Il semble par contre, comme je le disais, que pour certains utilisateurs qui ont peut-être le visage plus fin ou une forme du visage un peu différente, on ait des fuites de lumière qui peuvent vite devenir gênantes à l'utilisation. Donc voilà, ça peut être un petit bémol aussi qui vient entacher ce confort pourtant d'excellente qualité. Je le répète, je ne l'ai pas vécu personnellement, donc je le cite juste pour avertissement, mais en ce qui me concerne, ça ne m'a pas gêné du tout. Microtest 1.2, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve que les deux petits micros de ce HTC Vive Focus 3 sont quand même de nettement meilleure qualité, et c'était quand même pas bien dur que ceux du Vive Pro 2.
Bref, ils sont tout à fait raisonnables pour un usage collaboratif et partagé, ça fera l'affaire. C'est un classique de notre batterie test, on va tout de suite faire notre test de tracking. L'objectif c'est quoi? L'objectif c'est de faire des mouvements avec TiltBrush, donc l'application de dessin, qui vont nous permettre de regarder un petit peu comment réagissent les contrôleurs à travers ce casque de réalité virtuelle. Je rappelle que les contrôleurs sont détectés directement par les caméras. On n'est pas sur la technologie Pico qui nous avait vraiment bluffé dans le test du Pico qui était d'ordre magnétique où les contrôleurs étaient positionnés dans l'espace vraiment de façon magnétique. Ici on va être sur une captation visuelle et donc on va aller tout de suite voir si elle présente des défauts ou non. Allez, je vous propose de commencer par un petit mouvement comme celui-ci, juste pour voir à quoi ressemble le mouvement quand on va jusqu'à derrière la tête. Et donc ce qu'on peut remarquer, c'est que on est sur une très bonne qualité, une droite tout à fait fluide, on n'a pas d'interruption et donc un tracking de très bonne qualité sur ce mouvement. On va s'amuser à aller tracer un cercle sur le côté, donc là on est vraiment un peu dans les angles morts du casque et je m'amuse à faire des cercles comme ça. Donc moi je le vois pas, mais le casque il a des petites caméras sur les côtés, il est censé le voir. Et là encore, bon, avec mon talent habituel, les cercles sont pas tout à fait droits, mais en tout cas ce qu'on peut voir c'est qu'on n'a pas de rupture et on a l'impression que les cercles sont quand même plutôt conformes avec le mouvement que j'avais fait. Je sais pas ce que vous en pensez, ça me semble pas mal. On va passer en bleu pour faire un petit test très important, notamment pour ceux qui s'amusent à tirer comme ça avec des armes, c'est de savoir à quel moment les contrôleurs décrochent quand on les passe devant le visage. Bah oui, parce que juste devant ici, on n'a pas de caméra, donc c'est toujours intéressant de voir s'il y a des angles morts, des endroits où les contrôleurs ne sont plus détectés. Donc je démarre sur le côté et je vais tout doucement venir passer le contrôleur devant les yeux et le faire repartir. Allez, on refait un dernier mouvement et ça donne quoi? Et comme vous pouvez le constater, franchement HTC c'était pas trop leur truc, le tracking jusqu'à présent des contrôleurs. J'ai vraiment été assez bluffé, et là en plus je suis en streaming, j'ai vraiment été assez bluffé par la qualité du tracking de ces contrôleurs. Donc on est vraiment pas mal. Pareil pour la détection des mouvements du casque, je le trouve assez naturel et fluide. Ça détecte bien la position dans l'espace, quand je me penche, etc. Y compris encore une fois en streaming. Seule contrainte, c'est que j'ai l'impression que, comme d'habitude, quand on a des fonds très unis ou dès qu'on rentre un petit peu dans la pénombre, on a une sensibilité plus forte de ce casque-là versus les casques Oculus qui sont très bons à bas éclairage. Là, ici, il vaut mieux que la scène soit plutôt bien exposée, même si la tolérance semble plus élevée qu'avec d'autres casques qu'on avait vus dans la gamme HTC. Le système a l'air de s'améliorer, malgré tout, il semble un poil inférieur dans des zones un peu plus sombres. Et donc comme vous pouvez le voir, même en jeu dans Beat Saber, ça fonctionne très bien, y compris en Expert Plus, en streaming. Je rappelle que je suis en filaire, en sans fil j'ai un petit peu plus de mal, mais en streaming filaire, il n'y a aucun souci pour utiliser ces jeux avec une latence tout à fait performante. Ça marche même, comme vous pouvez le voir, dans mon jeu de boxe que j'aime bien utiliser, qui est un bon test pour la fluidité des contrôleurs. On arrivera même en streaming ici à porter plutôt bien ses coups. C'est pas évident de parler, boxer en même temps, tout ça en blouse, c'est pas vraiment le plus adapté pour faire le test. Bien évidemment, vous pourrez comme ceci jouer à tous vos jeux préférés, toujours en streaming. Je rappelle que le store est peu chargé, mais ça fonctionnera vraiment très bien. Les contrôleurs sont parfaitement adaptés pour le coup en streaming à reconnaître les commandes normalement impulsées au casque TeamVR. Petit point quand même sur les contrôleurs, il semble que quand notamment les piles commencent à vraiment se décharger, on a par moment un manque de reconnaissance quand on appuie sur les gâchettes, de réactivité ou quand on appuie sur les boutons, donc voilà, méfiez-vous avec ça, mais globalement sinon ça marche très très bien. Autre léger bémol sur les contrôleurs, sur leur ergonomie, sur le long terme, j'ai l'impression que cette longue tige un petit peu droite épousant pas forcément la position des mains, la position des mains fait que sur la longue ça fatigue un petit peu les mains, c'est pas ce qu'il y a de plus ergonomique, même si je trouve que ça reste quand même beaucoup mieux que les anciens contrôleurs tout droit, notamment ceux fournis avec le Vive Pro 2. Il fait chaud, Bon, c'est pas vraiment lié au casque, là c'est vraiment qu'en extérieur il fait super chaud. En plus, j'ai voulu mettre la blouse. Ça me fait un bon sauna et bon régime naturel avant l'été. Bref, pour conclure sur ce casque, je dirais que HTC, ils ont super bien bossé. On est clairement sur le meilleur casque de réalité virtuelle autonome que j'ai pu tester jusqu'à présent, que ce soit en termes de qualité, définition, en termes de champ de vision. On a les meilleures puces mobiles à l'intérieur, équivalentes au Quest 2. Il manque peut-être un petit peu de fluidité. Personnellement, à partir de 90 images par seconde, ça me gêne plus trop. Je suis sur quelque chose de tout à fait raisonnable pour ma motion sickness et pour mon naturel dans les expériences.
On a, je le répète, un très bon confort. On a un rendu sonore plutôt de bonne qualité, de bonne facture par rapport aux autres. On a cette fois des contrôleurs tout à fait satisfaisants, un bon système de recharge. Bref, c'est quasiment que du positif sur ce casque de réalité virtuelle. Sauf, et c'est tout de suite ça qui va, je pense, le réserver principalement aux professionnels malheureusement, son prix. Et oui, on va pas se mentir, le casque est ultra cher pour le grand public puisqu'on va tourner entre 1400 et 1500 € pour l'acquérir. C'est juste 3 à 4 fois le prix d'un Quest 2 et donc pour ça, ça va piquer sévère, ça se justifiera clairement pas, sauf peut-être celui qui est allergique au partage de données chez Facebook. Mais je le rappelle également, et c'est très important de le dire, qu'aujourd'hui on n'a pas vraiment de store autonome comme l'Oculus Store à l'intérieur de ce casque. On est sur un store plutôt orienté business, même si on l'a vu, il y a quelques applications de divertissement. On a la possibilité de streamer depuis le PC, donc pour la personne qui veut un casque autonome capable de streamer sur le PC avec une qualité un petit peu meilleure que sur l'Oculus Quest, eh ben, on a cette solution-là. Alors, juste un bémol sur la partie sans fil en streaming, je trouve pour le moment que Oculus a l'air d'être un petit peu au-dessus. Peut-être que ça vient de mon réseau, peut-être que ça vient de ma configuration, mais aujourd'hui, je ne suis pas super satisfait de la partie streaming sans fil. En filaire, clairement, on est sur du très bon niveau pour avoir de très bonnes expériences. En streaming PC, on est quasiment sur du natif, il n'y a pas vraiment de persistance apparente, donc c'est vraiment très bien. Voilà donc les bémols, le tarif qu'il réserve clairement à une certaine branche de la population, la capacité à installer des applications aussi dessus, qu'il réserve également principalement aux professionnels. Après, HTC s'en était pas caché, il avait clairement dit que ce casque ciblait les professionnels. On pourrait presque le regretter un peu. Vous voulez pas faire un petit partenariat avec Oculus sur leur Oculus Store en partageant un petit peu les gains fournis? Bon, ça, et puis un petit tarif public un petit peu moins élevé, ça aurait été vraiment cool pour avoir un vrai concurrent à l'Oculus Quest sur le marché grand public. Ça sera pas le cas, on est sur un vrai concurrent du Quest 2 sur le marché professionnel, mais sur le marché grand public, clairement, il tiendra pas la comparaison sur son rapport qualité-prix, vous l'aurez compris. Voilà, comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si c'est pas encore déjà fait, c'est vraiment très important pour nous pour continuer à vous fournir ce type de test. Passez de bonnes vacances à tous ceux qui partent en vacances, ça va être mon cas sur les prochaines semaines, donc clairement, le flux de vidéos va clairement diminuer quelques semaines, mais on va revenir encore plus fort sur la fin de l'été. Je vous dis à très bientôt pour de prochaines aventures en réalité virtuelle. À bientôt les amis.